Colonisation saison 2 Haïti. Épisode 18 La guerre des couteaux. Bonjour. À la fin du dernier épisode, Toussaint Louverture s'est débarrassé d'Hédouville, le dernier chaperon envoyé par le directoire pour le surveiller. Mais Louverture est allé encore plus loin, en négociant avec les Anglais ainsi que les Américains. Il s'est ainsi créé une diplomatie propre et indépendante de la France. Et il a fait tout ça sans pour autant déclarer l'indépendance, comme les poussent les Britanniques et les Américains. Non, Toussaint Louverture veut rester dans la République. En tout cas, il veut conserver une façade républicaine. Et c'est la raison pour laquelle il fait venir Manu Militari, le commissaire Philippe Roum, qui est basé jusque-là à Santo Domingo. Toussaint installe Roum au Cap avec une mission: être à lui tout seul la chambre d'enregistrement des décisions du général Noir. Ouf, les apparences républicaines sont sauvées. Et en faisant tout cela, Toussaint Louverture réussit là où les grands blancs ont échoué. Il a conquis l'autonomie politique et économique comme en ont rêvé jadis les membres de l'Assemblée de Saint-Marc. Vous vous rappelez, on a parlé de cela à l'épisode 4, 1789. Cependant, le général Noir veut aussi régner sans partage sur la colonie. Or, sur ce point-là, s'il contrôle le nord et l'ouest d'une main de fer, Toussaint Louverture n'a aucune emprise sur le sud où André Rigaud, qui est censé être son subordonné, eh bien Rigaud règne sans partage et commande son armée en toute indépendance. Alors, maintenant que la menace britannique a disparu, l'heure de la confrontation a donc sonné entre Rigaud et Louverture. Le conflit qui va opposer les deux généraux créoles est passé à la postérité sous deux appellations: la guerre des couteaux, nom qui évoque la brutalité des combats, ou alors la guerre du Sud, ça va de soi. Et beaucoup d'ouvrages évoquent ce conflit en commençant par un avertissement. Attention à ne pas y voir un conflit racial opposant les Noirs aux gens de couleur. Bien sûr, cette réalité est présente. Le Sud, c'est le bastion des gens de couleur. Alors que de notre côté, la majorité des officiers de Toussaint Louverture sont noirs. Cependant, tous les historiens insistent sur la grande diversité qui règne dans les deux camps. D'un côté, Toussaint Louverture commande à beaucoup d'officiers blancs et de couleur. De l'autre côté, il y a des milliers d'anciens esclaves qui ont rejoint Rigaud parce qu'ils sont déçus de la proximité de Louverture avec les anciens colons blancs. C'est le cas par exemple de Pierre Michel, un officier noir qui a joué un rôle clé pour déjouer le putsch de Vilatte en 1796. La réalité, c'est que la couleur de peau est instrumentalisée par les protagonistes dans la violente guerre des mots qui précède et qui rythme le conflit. En février 1799, par exemple, Toussaint Louverture prononce un discours à Port-au-Prince, où il évoque la mémoire des Suisses et interpelle les gens de couleur présents dans l'Assemblée. Je cite: « Pourquoi avez-vous sacrifié les Suisses ? Parce qu'ils étaient noirs. » Fin de citation. Toussaint continue en disant qu'il est le supérieur hiérarchique de Rigaud, mais que Rigaud refuse de lui obéir à cause de la couleur de sa peau à lui, Toussaint Louverture. Et attention, dit Louverture aux Noirs, si vous ne me soutenez pas, vous finirez au mieux en esclavage et au pire comme les Suisses. De son côté,
Rigaud, bien sûr, réfute tout racisme. Il évoque sa mère et son frère noir et il convoque ses convictions républicaines. Je cite: Je suis trop fortement pénétré des droits de l'homme pour croire que ma couleur de peau soit supérieure à une autre. Fin de citation. Cette évocation républicaine est importante car Rigaud brandit en même temps la lettre qu'Hédouville lui a envoyée à son départ. Cela lui permet de se présenter comme l'unique et légitime représentant de la République face au félon l'ouverture, dont le but caché, selon Rigaud, est de vendre la colonie aux Anglais et de rétablir l'esclavage. Vous l'aurez compris, rétablir l'esclavage, c'est un peu le point Goodwin de l'époque. Et aussi bien l'ouverture que Rigaud ne se privent pas de recourir à cette menace et de se l'envoyer à la figure. Or, idéologiquement, il n'y a pas de différence entre les deux hommes. Tous les deux ont pour but de garder les anciens esclaves sur les plantations. Et tous les deux cultivent des liens économiques forts avec les Britanniques et les Américains. Non, le truc, c'est que l'ouverture veut contrôler toute la colonie. Mais dans le sud, qui a toujours été le Far West d'Haïti, Rigaud a construit un régime fort et indépendant. Et il ne veut pas perdre son précaré. Toussaint ne peut donc tolérer cela. Et c'est la raison pour laquelle la tension entre les deux hommes monte immédiatement après que les Anglais aient évacué la colonie. Le commissaire Hume tente bien alors une médiation. Et à l'occasion des célébrations de l'anniversaire du 16 Pluviose en février 1799, Philippe Hume croit réussir dans sa mission de bons offices. En effet, à cette occasion, Rigaud et l'ouverture se rencontrent à Port-au-Prince. Ils se rencontrent, ils parlementent, et Rigaud promet de se montrer loyal envers son général en chef. En guise de gage de bonne volonté, Rigaud transfère à l'ouverture le contrôle des villes du Petit Goave et du Grand Goave, situées sur la frontière entre le sud et l'ouest, et qui, à cette époque, viennent juste d'être évacuées par les Anglais. Cependant, dans les semaines qui suivent la rencontre de Port-au-Prince, la tension ne baisse pas, et Rigaud continue ses préparatifs de guerre. Les escarmouches sont nombreuses entre les deux armées, et Toussaint Louverture continue de monter au créneau pour dénoncer l'insubordination de Rigaud. Pour vous donner une idée de la violence verbale qui est déployée à cette époque, voici ce que Toussaint Louverture écrit dans une lettre de mai 1799. Il y décrit Rigaud comme, je cite, « perfide, calomniateur, menteur, intrigant, astucieux, orgueilleux, ambitieux, jaloux, injuste, méchant, artificieux, vindicatif, tyran, bourreau, factieux, assassin, désorganisateur, séducteur, insubordonné, traître. » Fin de citation. Ouf, n'en jetez plus. Et après plusieurs mois de cette violente guerre des mots, Rigaud est persuadé qu'une attaque de l'ouverture est désormais inéluctable. Or, se dit-il, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et Rigaud frappe donc en premier, quand il envoie 4000 soldats reprendre le Petit Goave et le Grand Goave à Toussaint Louverture. Vous vous rappelez, ce sont les villes qu'il a évacuées lors de leur rencontre de février 1799. L'ironie aussi, c'est que les forces qui occupent les deux villes sont commandées par La Plume. La Plume, c'est l'ancien esclave qui avait snobé Rigaud pour se rallier à l'ouverture à l'épisode 14, c'est-à-dire en 1795. Ce n'est donc peut-être
pas un hasard s'il se retrouve de nouveau au cœur du conflit. La reprise du Petit et du Grand Goave, donc, en juin 1799, marque le coup d'envoi des hostilités. La guerre civile commence et immédiatement André Rigaud perd un fidèle, le général Beauvais. En effet, Beauvais ne veut pas prendre part à cette guerre fratricide et il quitte Haïti pour la métropole. Mais le général de couleur meurt dans un naufrage lors de sa traversée de l'Atlantique. Cette défection est néanmoins compensée par un ralliement à Rigaud d'un grand nom de l'histoire haïtienne, Alexandre Pétion, qui commande à l'époque la ville de Jacmel. Pétion est né à Port-au-Prince en 1770 et il a un pédigré très similaire à celui d'André Rigaud. Il est le fils d'un riche colon français et d'une femme de couleur. Il fait des études militaires en France à partir de 1798 et revient sur la colonie où il combat dans les forces de couleur et reste fidèle à la République. Pétion ne fait pas partie des légions du Sud. Il est jusque-là théoriquement sous les ordres de Toussaint Louverture et sa défection est une perte pour le général noir. Pétion est appelé à un brillant avenir puisqu'il deviendra président de la République d'Haïti en 1807. Mais revenons-en à 1799. Rigaud a lancé son insurrection et ce qu'il faut noter, c'est que cette insurrection éclate non seulement dans le sud, mais aussi dans toute la colonie. Des révoltes coordonnées éclatent au cœur même du dispositif de l'ouverture et de nombreux citoyens noirs se joignent à la rébellion. Au Cap, dans l'Artibonite, mais plus sérieusement au Môle Saint-Nicolas et autour de Port-de-Paix. Port-de-Paix, nous en rappelez, est emblématique car c'est le bastion des anciens esclaves déçus par la politique de Toussaint Louverture. Or, les travailleurs noirs sont travaillés par la propagande de Rigaud, qui accuse l'ouverture d'avoir renoué avec la Grande-Bretagne pour justement rétablir l'esclavage. Et tout cela à ce moment-là est plausible, puisque l'occupation britannique est encore dans toutes les têtes et qu'elle a vu un rétablissement de l'esclavage dans les zones contrôlées par les Britanniques. L'insurrection est aussi un défi personnel lancé à Toussaint Louverture. Premièrement, certains hauts gradés noirs se retournent contre leur chef. Pierre Michel, qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi le colonel Christophe Mornay, un héros de la guerre contre les Britanniques. Plus grave, l'ouverture échappe à 2 tentatives d'assassinat. L'une échoue à Saint-Marc, quand son équipage est criblé de balles, mais que Toussaint Louverture en réchappe miraculeusement car il chevauche alors derrière son équipage. Une autre fois, c'est près des Gonaïves que Toussaint échappe à la mort. Son chapeau est traversé de plusieurs balles et 2 de ses officiers sont tués. C'est donc un défi tout azimut qui est lancé au commandant en chef noir jusqu'au cœur de son territoire. Et sa réaction n'en est pas moins impérieuse. Pour contrer la propagande de Rigaud d'une part, l'ouverture fait feu de tout bois pour retourner l'opinion des Noirs. Il lance une série de proclamations innombrables où il martèle sans cesse les 3 points suivants. 1. J'ai pris les armes pour vous rendre libre. Moi, Toussaint Louverture. Moi, Toussaint Louverture, ai chassé les Anglais de Saint-Domingue. Et moi, Toussaint Louverture, j'ai été esclave comme vous. Il mobilise ainsi ses partisans et il promet même un jour de repos supplémentaire à tous les cultivateurs. Ensuite, il envoie des émissaires partout sur la colonie
répétait encore et encore son message que c'est l'ancien esclave noir Toussaint Louverture qui a chassé les Anglais et que c'est l'ancien esclave noir Toussaint Louverture qui est le seul garant de la liberté. Et pour conclure, Toussaint Louverture prend lui-même la tête de la répression militaire dans son territoire. Et Louverture ne fait pas de quartier. Les cultivateurs rebelles sont massacrés et tous leurs meneurs sont exécutés. Pierre Michel, par exemple, est fusillé et Christophe Mornay est lui tué à coups de baïonnette. Certains rebelles sont même déchiquetés à coups de canon. Cette répression féroce est aussi menée par des officiers comme Dessalines ou Christophe, qui eux commettent aussi un grand nombre d'atrocités. Selon le médecin français Descourtils, c'est Toussaint Louverture lui-même qui ordonne ces massacres à Dessalines ou à Christophe avant de se donner le beau rôle en désavouant publiquement les officiers qu'il félicite en sous-main. Descourtils rapporte la scène suivante où Toussaint réprimande un officier qui est allé trop loin dans la répression. Je cite : « Je vous ai demandé d'élaguer les arbres, vous les avez déracinés. » Fin de citation. Ce à quoi l'officier noir répond avec désinvolture, je cite : « Mon général, quand la pluie tombe, tout ce qui est dehors est mouillé. » Fin de citation. En tout cas, cette répression féroce, combinée à la propagande agressive dont on a parlé tout à l'heure, porte ses fruits. En quelques mois, Toussaint Louverture parvient à éteindre tous les foyers de rébellion allumés dans son arrière-cour par André Rigaud. Il peut maintenant passer, lui, à l'offensive. Et pour cela, Louverture fait confiance à son plus fidèle lieutenant, Jean-Jacques Dessalines. Dessalines commande une armée de 45 000 hommes et part à l'assaut contre les 15 000 hommes des Légions du Sud d'André Rigaud. Vu comme ça, 45 000 contre 15 000, on ne donne pas cher de la peau de Rigaud. Cependant, Louverture ne prend pas la victoire pour acquise. Et pour mettre tous les atouts de son côté, il écrit au président américain. Il lui fait remarquer que depuis le début de leur collaboration, Rigaud harcèle les navires américains voguant vers Haïti. Louverture a donc beau jeu de dire au président US que son objectif à lui, Louverture, est de soumettre les pirates qui opèrent depuis les ports contrôlés par Rigaud et qui empêchent la bonne marche des affaires, vous en conviendrez. Les Américains, on l'a vu avec la clause Toussaint, tiennent à faire fructifier les accords commerciaux passés avec lui. Eh bien, ils disent OK, et la marine américaine impose un blocus sur les ports du Sud. Autre précaution que prend Louverture, il envoie un de ses proches, le chef des fortifications de l'île, le colonel du génie Vincent. Louverture envoie Vincent à Paris pour expliquer les objectifs de son action au directoire. Ce qu'il ne sait pas encore, mais que vous savez peut-être, chers auditeurs, c'est que le putsch du 8 Brumaire est déjà passé par là et que Napoléon Bonaparte a renversé le directoire. On en reparlera. Voilà, tout est prêt et Dessalines commence à marcher sur le sud en août 1799. Et dès le départ, des combats d'une effroyable violence éclatent qui vont durer une année entière et valoir à ce conflit le nom de la guerre des couteaux. Dessalines ne fait pas de prisonniers. Les survivants de l'armée adverse sont juste massacrés après chaque bataille. Pas de quartier non plus du côté de Rigaud, dont les atrocités visent aussi la population blanche. Les officiers de l'ouverture
signalent ainsi des massacres de masse de Blancs à Jérémie et au Caille. Cependant, comme on s'y attendait, l'armée de Rigaud ne résiste pas au choc frontal avec les troupes de Dessalines. L'armée des Rigaud doit donc battre en retraite, mais elle le fait en détruisant et en brûlant tout, créant ainsi, je cite, un désert de feu, fin de citation, derrière elle. Cette tactique de la terre brûlée se révèle très efficace pour ralentir l'avancée des troupes de Dessalines. Cependant, elle ne résout pas le problème crucial de Rigaud, à savoir que les cultivateurs du Sud refusent de se battre pour le général de couleur. Et on peut les comprendre. Les griefs des cultivateurs du Sud contre Rigaud sont les mêmes que ceux des Noirs du Nord contre Toussaint Louverture. Pour les cultivateurs du Sud, Toussaint Louverture, c'est le Messie noir venu les sauver de Rigaud et de ses règlements très stricts. Bon, vous êtes bien placé pour savoir que si les cultivateurs du Sud s'attendent à un meilleur traitement de la part de Toussaint Louverture, leurs espoirs vont être très vite déçus. Quoi qu'il en soit, les légions du Sud sont sur le reculoir. Et en novembre 1799, les combats se cristallisent autour de Jacmel, la ville commandée par Alexandre Pétion. Dessalines assiège la ville, mais Pétion repousse de nombreux assauts et la ville ne tombe pas. S'ensuit alors un siège de près de 4 mois, qui fait près de 4000 victimes dans la ville, la plupart mourant de faim. En effet, une famine effroyable s'installe dans Jacmel assiégé. Pensez-y, la ville est complètement isolée. Elle est encerclée sur terre par l'armée de Dessalines, mais elle subit aussi le blocus de la marine américaine. Elle ne peut plus être approvisionnée du tout. Finalement, c'est d'ailleurs la marine américaine qui donne le coup de grâce et permet à Dessalines de prendre Jacmel. En février 1800, Toussaint Louverture arrive à obtenir qu'un navire américain bombarde les fortifications de la ville. Cela permet à Dessalines de lancer un ultime assaut et de prendre Jacmel. Pétion et ses troupes s'enfuient vers les Cayes, qui devient le dernier réduit sudiste. Aux Cayes, Pétion et les survivants de Jacmel retrouvent Rigaud et son armée. La tradition veut que quand Rigaud est arrivé aux Cayes, il ait fait sonner le tocsin pour que les Noirs des plaines environnantes prennent les armes et viennent à son aide, comme en 1796, contre les émissaires de Sontonax. Mais cette fois-ci, aucun cultivateur noir ne répond à l'appel de Rigaud. Rigaud ne s'avoue néanmoins pas vaincu. En effet, il garde toujours l'espoir qu'Hédouville aura su convaincre le Directoire de venir à sa rescousse après son expulsion humiliante par Toussaint Louverture. Mais là encore, Rigaud tombe de haut quand 3 émissaires arrivent de France en juin 1800. D'abord, les émissaires confirment ce qu'on sait déjà. Le coup d'État du 18 Brumaire, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, ce coup d'État a mis fin au Directoire. Et l'homme fort à Paris, c'est désormais le premier consul Bonaparte. Or, dans une proclamation officielle, le premier consul confirme l'ouverture dans ses fonctions de général en chef de l'armée de Saint-Domingue. Et ça, pour Rigaud, c'est un gros coup dur. Jusque-là, Rigaud a justifié sa rébellion en déclarant que l'autorité de l'ouverture est illégitime. Et voilà que la proclamation de Napoléon lui coupe l'herbe sous le pied.
non seulement les renforts qu'il espérait ne viennent pas, mais la lettre de Napoléon porte un coup fatal à ses ambitions. Toussaint Louverture touche donc presque au but. Et le général Noir le sait, car juste à ce moment-là, il range le bâton et sort la carotte, en décrétant une amnistie générale pour tous les combattants qui accepteront de se rendre. Fin de partie donc pour André Rigaud, qui est contraint de prendre la fuite avec sa famille. Dans son exil, l'accompagne aussi Alexandre Pétion. Mais on n'a pas fini de parler de ces deux-là. À la fin juillet de 1800, Toussaint Louverture peut donc faire une entrée triomphale au Cail. Il y réitère sa déclaration d'amnistie générale, mais ne peut, ou ne veut, selon certains, empêcher des représailles sanglantes contre les gens de couleur. Plusieurs centaines de prisonniers de couleur sont massacrés, sans qu'on puisse établir exactement si c'est Louverture qui ordonne ces massacres ou c'est juste Dessalines qui y va de sa propre initiative. Quoi qu'il en soit, après un an de combat, Toussaint Louverture a survécu au plus grand défi lancé à son autorité. Ce faisant, il règne désormais sur la totalité de la colonie. Mais son appétit est insatiable, et avant même la fin des combats dans le sud, c'est sur la partie espagnole de la colonie, cédée par l'Espagne à la France en 1795, c'est donc sur cette partie-là que Toussaint Louverture tourne son regard. À Santo Domingo, malgré la présence de quelques fonctionnaires français, la colonie continue d'être administrée en réalité par les Espagnols. Toussaint, tel Bonaparte en Italie, décide de prendre les choses en main et de prendre possession de Santo Domingo au nom de la France. Pourquoi? 3 raisons principales. Premièrement, Toussaint Louverture juge que le moment est venu d'appliquer le traité de 1795. Cela d'autant plus que, de son avis, la défaite espagnole n'aurait pas été possible sans son action à lui aux côtés de Lavaux. Deuxièmement, Louverture sait que le gouvernement à Paris ne peut être qu'opposé à son action et devra réagir. Or, si Napoléon décide de lancer une expédition contre lui, rien n'empêche le premier consul de débarquer des troupes sur le port de Santo Domingo et de le prendre ainsi à revers. C'est d'ailleurs là qu'Hédouville avait débarqué, si vous vous rappelez. Prendre Santo Domingo, c'est donc une action préventive contre un éventuel débarquement français. Enfin, troisièmement, il se trouve que l'esclavage règne encore à Santo Domingo. L'ouverture accuse les Espagnols de fermer les yeux sur les agissements de gangs esclavagistes sur leur territoire. Ces gangs opèrent même des raids en territoire français pour kidnapper et vendre des citoyens français. En conclusion, comme le dit Soudir Hazare Singh dans sa biographie de Toussaint Louverture, je cite, « Faire passer Santo Domingo sous contrôle républicain était pour Toussaint une question de justice historique, une exigence stratégique et une nécessité morale. » Fin de citation. Problème, au moment de passer à l'action, il reste un obstacle majeur en la personne de l'agent français Philippe Roume. Quand Toussaint demande son autorisation à Roume, histoire de faire les choses dans l'ordre, Roume refuse de donner son blanc-seing, sans l'accord préalable de Paris. L'ouverture passe alors au plan B, la contrainte. Il met la pression sur Roume comme il l'avait fait avec Hédouville. À partir de février 1800, il mobilise ses partisans dans toutes les provinces et ses cultivateurs marchent sur le cap où Roume se retrouve assiégé
et même emprisonné dans une de ses résidences avec des menaces non voilées sur son intégrité physique. Finalement, Rome doit céder et approuve le plan le 27 avril en pleine guerre des couteaux. Cela permet donc à l'ouverture, juste après avoir vaincu Rigaud, d'ordonner aux troupes de Moïse et de son frère Paul de traverser la frontière. Ces choses faites en fin décembre, et l'opposition militaire est très faible. Le gouverneur Garcia, celui-même qui commandait jadis à l'ouverture, capitule un mois plus tard, et l'ouverture fait son entrée à Santo Domingo le 26 janvier 1801. Sur son action dans la colonie espagnole après en avoir pris possession, j'ai lu tout et son contraire. Certains historiens louent la mise en valeur de la colonie sous le règne de l'ouverture, alors que d'autres jugent que les officiers noirs mettent le pays en coupe réglée. De même, l'ouverture semble avoir proclamé l'abolition de l'esclavage, mais il n'est pas certain que la mesure soit réellement entrée en vigueur à Santo Domingo. Ce qui est sûr néanmoins, c'est qu'avec la prise de Santo Domingo, l'ouverture a franchi un énième Rubicon avec cette opération non sanctionnée par Paris. Et quand Bonaparte apprend la nouvelle, il explose de colère. Et c'est sur cette conquête de Santo Domingo en début 1801 qu'on va se quitter aujourd'hui. Après la conquête du Sud, la conquête de Santo Domingo permet à l'ouverture de se rendre maître de l'ensemble de l'île d'Hispaniola. Il peut dire donc avec fierté, je cite, « J'ai pris mon vol dans la région des Aigles. Il faut que je sois prudent en regagnant la terre. » Fin de citation. C'est là une des citations les plus connues de Toussaint Louverture. Et je la cite ici, même si Toussaint ne la prononcera que beaucoup plus tard. Quand il promulguera sa constitution, on y reviendra. Mais je trouve cette citation fascinante à cause de cette capacité unique de Toussaint Louverture à toujours vouloir joindre les deux bouts de la corde. D'un côté, il sait qu'il joue désormais dans la cour des grands avec sa métaphore de l'aigle. D'ailleurs, soit dit en passant, l'aigle deviendra aussi le symbole napoléonien le plus connu. Les grands esprits, tout ça, quoi. Donc, d'un côté, il sait qu'il joue dans la cour des grands, mais de l'autre côté, l'ouverture sait que la cour des grands est semée d'embûches. En observateur attentif de l'actualité politique internationale, il sait que Napoléon est encore confronté à la guerre contre l'Autriche et la Grande-Bretagne. Et par conséquent, il n'a pas encore les moyens de venir le chercher. Mais l'ouverture sait que Napoléon ne restera pas éternellement les bras croisés à regarder la colonie française la plus lucrative de la République tracer son chemin vers une autonomie dans la République selon Toussaint, mais selon Napoléon, vers une indépendance hors la loi. En tout cas, on verra ce qu'il en sera au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et salut, hein! Namunya